Dans cette citadelle de Besançon où 100 résistants furent exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, le musée de la Résistance et de la Déportation entretient notre mémoire depuis 1971, fidèle à sa devise « Ne pas témoigner serait trahir ». À l'origine de ce musée dont elle deviendra quelques années plus tard la conservatrice, Denise Lerac. Arrêtée en février 1944, elle fut déportée en Allemagne avec son jeune fils au camp de concentration de Bergen-Belsen. Jean-Serge avait 4 ans et demi. La vie a été très dure. Nous étions dans le camp qui s'appelait le camp de l'Étoile. Comme j'avais l'enfant le plus jeune, j'avais la garde des enfants. Et les enfants plus âgés étaient occupés par Lucien Reynac, conseiller d'État. Quant à moi, j'avais les plus jeunes dont les mères partaient travailler à 5 heures du matin et dont je m'occupais de certains à partir de cette heure-là. Ça a été l'horreur, Bergen-Belsen. Parce que les premiers temps, nous avions une tranche de pain par jour et une soupe. Mon enfant n'a jamais voulu avaler la soupe, qui était, il faut le dire, infecte. C'était, pour vous donner un exemple, des épinards cuits avec la racine et la terre, qu'on nous donnait qu'on versait dans des gamelles qui avaient servi à Dieu sait quoi auparavant, et dans laquelle la terre crissait lorsqu'on passait la cuillère. C'était absolument écœurant. Cet enfant n'a absorbé que du pain, et je n'en ai mangé aucun morceau jusqu'à la libération. En 1965, le maire de Besançon, Jean Mingeot, ancien résistant, encourage les diverses associations de résistants et de déportés à se regrouper pour fonder un musée, surmontant leurs dissensions politiques du moment. Grâce au travail de collecte mené de 1966 à 1971, des collections se constituent. En 1968, un appel aux dons et aux témoignages est lancé dans la presse régionale. Ainsi naît un premier musée autour des thèmes nazisme, résistance et déportation, dans le bâtiment occupé aujourd'hui par les services administratifs de la citadelle. Non loin des poteaux des fusillés se trouve une figure emblématique du musée, à laquelle Denise Lerac est particulièrement attachée. Lorsqu'on m'a dit « faites un musée », j'avais émis une condition. C'était celle que la ville acquiert le témoin de Georges Oudot, qui n'appelait pas le témoin. À l'époque, il appelait Saint-Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Or, il se trouve que lorsque je suis rentrée d'Allemagne, j'ai été hypnotisée par cette vue de l'univers concentrationnaire. Ce témoin, ce déporté, c'est le survivant des camps de concentration et qui dit, comme le dit Anna Langfuss dans son livre, « J'avance les bras tendus et je ne rencontre que le vide ». Et ça m'a terriblement inspirée. Un noyau de bénévoles, essentiellement anciens résistants et déportés, s'est constitué autour de Denise Lerac. Un jeune historien, François Marcot, rejoint cette équipe en 1971. 1975. Le 30e anniversaire de la libération des camps est l'occasion d'inaugurer officiellement, en présence d'André Bord, secrétaire d'État aux anciens combattants, un musée qui compte déjà plus de 50 000 visiteurs par an. Très vite, l'accroissement des collections et l'intérêt qu'elles suscitent conduisent à transférer le musée dès 1982 dans une aile du bâtiment des cadets. 20 salles d'exposition sur 2 niveaux, un espace de conférence, des locaux administratifs et techniques, archives et bibliothèques, le musée acquiert une dimension à la mesure de ses collections qui, grâce à la générosité d'un millier de donateurs, n'ont cessé de s'étoffer. Cet objet est un objet rare. Il s'agit d'un chandelier en terre cuite, un Julleuchter, que l'on donnait aux SS lors de la cérémonie d'intronisation. Il porte les symboles germaniques, le cœur et la roue. Et ces objets étaient fabriqués à Buchenwald par les déportés du camp de concentration. À la fin des années 40, 3 déportés franc-comtois, lors d'une cérémonie commémorative, rencontrent une femme allemande qui leur remet un de ces chandeliers. Au pied de ce chandelier, il y a un sigle, le sigle SS. Auguste Versé, François Perrault et Marcel Pernin fabriquaient ces chandeliers et les gravaient ainsi. Ils en firent donc tous les 3 au musée. Alors, parmi les activités principales de la résistance, il y a la couverture des clandestins, soit les résistants, soit les fugitifs, et donc la fabrication de faux papiers. Témoignage chrétien, qui est un mouvement de la résistance, a un atelier de faux papiers extrêmement important, qui est tenu par Jean Stéthen Bernard, graveur et photographe de son métier. Et Jean Stéthen Bernard va, pendant toute la période de l'occupation,
au nez et à la barbe des Allemands, fabriquait des centaines et des milliers de faux papiers. Il se cache dans une cabane dans la région lyonnaise et dans cette cache, il remplit soit des papiers qui sont subtilisés à l'administration avec des mentions qu'on lui précise. Par exemple, ici, nous avons une petite note qui lui dit « Signature, Barbie, crayon fuchsia, commandantour, machine à écrire, caractère gras ». Ou il réalise complètement, de A jusqu'à Z, des papiers tels que par exemple cet Ausweis. À partir d'un cliché photo, il va fabriquer une plaque, puis ensuite décliner ceci en centaines de formulaires qui seront à remplir et qui permettront aux résistants de retrouver une nouvelle identité. C'est lui-même qui a donné cet ensemble extrêmement important au musée dans les années 80. Alors Jean d'Aligot est un déporté qui a été arrêté en 1941, c'est un prêtre résistant, et qui va partir en Allemagne dans le cadre du décret Nacht und Nebel. Il est interné dans un camp qui s'appelle Insert, un camp très difficile, puis jugé par le tribunal du peuple, il sera transféré de prison en prison jusqu'en 1945 où il meurt à Dachau à la veille de la libération du camp. Jean d'Aligot va tout au long de sa détention réaliser sur des petits papiers journaux, mais aussi sur des feuillets que lui donneront des gardiens, de petits dessins, des peintures et des sculptures en kaolin. Il utilisera également le matériau de sa cellule, le bois par exemple, ici la planche de son lit, pour faire des gravures. Et nous sommes devant un autoportrait réalisé en 1944. Jean d'Aligot a souffert de la faim, du froid, et cette figure est tout à fait symbolique de la déportation et de ce que présente le musée dans ce cadre-là. Le musée de la Résistance et de la déportation de Besançon a parmi les plus belles collections d'art liées au phénomène concentrationnaire. Et Jean d'Aligot a réalisé environ 200 dessins, peintures et sculptures. Les salles du musée se succèdent suivant un découpage chronologique. Cette présentation, avec une muséographie due au décorateur Guy Langlois, veut conjuguer la volonté de mémoire à la nécessité de vigilance qu'exprime la seconde devise du musée.